Il y a cette super sonde créée par un YouTuber, Mr. Carlson, qui m'intéresse depuis un bon moment. J'en ai assemblé une, version électrobidouilleur, et je partage le tout avec vous. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Ça fait déjà plusieurs années que je surveille le YouTuber anglophone Mr. Carlson, un compatriote canadien. Paul touche beaucoup aux postes radio et instruments de mesure vintage. Son antre est rempli de tubes à vide, en tout cas beaucoup d'instruments basés là-dessus, et des radios aussi. Mais il fait aussi occasionnellement dans le moderne. Pour l'aider dans la recherche de panne, il s'est construit ce qu'il a baptisé la super sonde Carlson, en anglais Carlson Super Probe, bien documentée dans une vidéo dont je fournis le lien dans la description ci-dessous. C'est une sonde de champ électrique proche avec amplification et détection d'impulsion intégrée et branchée à un amplificateur audio. Sa conception est libre, donc ouverte au partage, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Bien sûr, vous voulez savoir à quoi sert une telle sonde. En quelques mots, elle permet de détecter l'activité d'oscillateurs ou des bus de données, les intermittences de conduction, des arcs électriques, si petits soient-ils, les composants bruyants ou fuyants et les feux RF, et pour ne mentionner que ces applications, il y en a d'autres. Je ferai d'ailleurs une démonstration de la performance de la sonde plus tard dans la vidéo. Et vous me connaissez, je vais faire un peu d'adaptation, entre autres, je vais créer une plaquette PCB pour plus facilement l'intégrer à ma solution mécanique et aussi un peu différente de la sienne car quasi impossible à reproduire. Et je vais utiliser un amplificateur audio externe plutôt que de l'intégrer à la solution comme Paul l'a fait. Je vous présente d'entrée de jeu le circuit proposé de la super sonde Carlson. Cela va vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Alors, cette super sonde Carlson, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, avant tout, c'est un amplificateur à gain très élevé. Il y a, et vous le verrez, un petit bout de câble coaxial et c'est par l'extrémité du câble coaxial que l'on couple le champ électrique. Et ce champ électrique sera amplifié par deux étages à émetteur commun. Ces deux étages sont identiques et la polarisation de chacun des deux étages, bien, elle est faite de façon très légère, on va dire, avec une résistance de 3,3 mégohms. Il y a une polarisation faite, mais le signal d'entrée ici va venir faire moduler là, cette broche sur la base. Et donc l'amplification va avoir lieu même avec un très faible signal. On parle d'un étage dont le gain va certainement varier entre 100 et peut-être 300, dépendamment de la fréquence. Alors multiplier ça, coupler CA bien sûr. On a donc un gain qui pourra varier peut-être entre 10 000 et, je ne sais pas, 50 000, 80 000, 90 000. C'est difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gains pour amplifier le petit signal en entrée. Coupler CA dans un étage, cette fois-ci à collecteur commun, c'est le collecteur du transistor, et donc c'est un étage suiveur qui n'a pas de gain, donc un tampon si vous voulez. Alors, il y a deux modes de fonctionnement de la sonde. On peut prendre le signal qui arrive ici et l'envoyer directement en sortie sur un autre étage tampon et vers l'ampli audio. On se trouve donc à amplifier le signal audio. Si c'est des impulsions, par exemple, on va clairement les entendre. Et si c'est un signal modulé, on devrait l'entendre aussi. Alors ça, c'est le mode audio. Il y a l'autre mode qui est le mode détection de bruit ou d'impulsion, si vous le voulez. Donc, si on bascule l'interrupteur de ce côté-ci, là, on va se servir du restant du circuit. Et donc, on prend le signal qui est très amplifié et on l'envoie ici dans une espèce de détecteur de seuil. C'est à nouveau un étage à émetteur commun, donc beaucoup de gain. Mais cet étage a la possibilité d'être ajusté. Son niveau là, de réponse, donc de gain, si vous voulez, peut être ajusté sur la plaquette PCB. C'est un ajustement qu'on fait et on ne touche plus par la suite. Et ça, ce signal-là est envoyé à une diode. Et ce signal en sortie passe à travers du couplage capacitif et seulement les impulsions et les signaux de haute fréquence vont passer ici.
avec un condensateur de 360 picofarad, il n'y a pas beaucoup de signaux audio qui vont passer ici. Quoi qu'il en soit, avec la diode Zener, on crée une forme de seuil en deçà de quoi la sortie sera totalement silencieuse. Mais lorsque l'amplitude des impulsions détectées sera suffisamment grande, eh bien, on va les entendre clairement. Et on va aussi activer la LED sur la sonde pour nous indiquer qu'il y a un signal de présent. Alors, s'il y a une porteuse qui passe ici, ça va vraisemblablement faire allumer le signal ici sans difficulté. Alors, il faut savoir que le circuit de la LED va fonctionner toujours, même si on bascule en mode audio. Ce n'est que l'injection audio qui est sélectionnée, mais la LED va continuer de fonctionner par l'entremise du circuit qui est ici, même si on est en mode audio. Et lorsqu'elle allume, bien, ça nous donne peut-être une idée de basculer en mode impulsion pour essayer d'entendre s'il y a des impulsions effectivement. La sortie est envoyée dans un ampli audio. Dans cet ampli audio, bien, il faudra qu'il y ait du couplage capacitif, une entrée couplée avec un condensateur. Si ce n'est pas le cas, bien, vous vous assurerez d'ajouter un condensateur en série avec la sortie ici. Maintenant, cette sonde est alimentée entre 0 et 6 volts, on va dire. Et j'ai construit une autre petite boîte externe qui envoie l'alimentation et qui récupère l'audio. Et je vous montre ça tout de suite. L'auteur parle d'utiliser 4 piles 1,5 volts pour donner 6 volts. Moi, j'ai voulu utiliser une pile 9 volts. C'est plus pratique et c'est plus petit comme pile que 4 piles AA. Mais je lui ai ajouté une diode Zener qui maintient la tension ici à environ 6 volts et qui ici fait passer un courant d'environ 10 mA. Donc, c'est bien suffisant pour faire fonctionner la sonde. J'utilise le même principe que lui, un simple potentiomètre. Moi, j'ai mis un pot de 1 kΩ. Et donc, ça nous permet d'envoyer une tension qui varie entre tout près de 0 et tout près de 6 volts à la sonde elle-même. Et bon, il y a aussi une LED. J'ai ajouté une LED pour indiquer que la sonde est allumée, pour ne pas l'oublier en fonction. C'est bon d'avoir un voyant, même si ça consomme, disons, on va dire 1 à 2 mA. C'est préférable d'avoir une LED. Alors, la sonde elle-même, on lui envoie donc notre masse ici, qui est le point négatif là, de la pile, et on lui récupère l'audio à travers un condensateur justement de couplage. Je vous l'ai mentionné dans le schéma précédent. Moi, j'ai mis un condensateur de microfarad pour aller chercher un peu plus de grave et augmenter le couplage, mais un condensateur même de 100 nanofarad ferait l'affaire. Quelque part entre les deux, ce sera bien correct. Je vous suggère un condensateur non polarisé. Comme ça, vous ne vous inquiéterez pas si la tension ici est plus élevée que la tension ici, ou l'inverse, de bien orienter un condensateur électrolytique. Alors, on envoie ça vers un ampli audio, tout comme la masse. L'utilisation d'une pile, bien sûr, permet d'éliminer une partie du bruit qui pourrait venir d'une alimentation, surtout le bruit de secteur qui est assez critique. Ça nous donne une certaine flottabilité aussi du circuit, en notant bien sûr que notre ampli audio est tout aussi flottant, ce qui est le cas puisque j'utilise un petit transformateur mural et l'alimentation de mon ampli est flottante. Donc à ce moment-là, l'ensemble est flottant et c'est lorsqu'on connecte notre pince alligator ou crocodile là, sur notre masse dans le circuit qu'on sonde, qu'on verrouille, si vous voulez, la masse de ce circuit à la masse du circuit sondé. Et ça élimine quand même passablement de bruit. Alors voilà, ça j'ai mis ça dans une petite boîte à part. Parlons maintenant de la construction physique, en commençant par le PCB de la sonde. Du schéma du circuit de la sonde que vous avez vu précédemment, j'en ai tiré ce PCB que j'ai conçu vraiment sous forme linéaire, bien sûr, parce que ce sera inséré dans un tuyau. Et vous allez voir tout de suite après, ce sera un tuyau de section carrée. Tout est linéaire ici, bien sûr, en commençant par l'entrée à gauche, les 2 premiers étages d'ampli, le 3e, et ainsi de suite, jusqu'à la sortie qui est à droite. Alors bien sûr, j'ai d'abord déterminé en mesurant le tuyau les dimensions que j'avais de disponibles. Et je me suis tracé mon contour en jaune et là, j'ai fait le placement et je me suis vite rendu compte que j'allais réussir à rentrer toutes les pièces. Par contre, ce sont des composants montage en surface 0,805. Le 12,06 aurait été trop serré. Peut-être j'aurais réussi, mais ça aurait été beaucoup plus serré et je voulais laisser un petit peu d'espace entre les composants pour pouvoir passer les pistes, bien sûr, sur la surface parce qu'en dessous, il y a, comme toujours, un plan de masse
donc ce qui est en vert, moins quelques petites traces que j'ai dû faire pour compléter le circuit. En fait, c'était pour dégager le dessous de l'interrupteur. Donc, j'ai passé les pistes sur la couche inférieure et je reviens sur la couche supérieure une fois dégagé le dessous de l'interrupteur. Alors, tout est monté sur la plaquette. Il n'y a aucun fil. Tout est branché directement. Vous allez voir sur la plaquette. Même la LED que j'ai mise ici, avec un peu de recul, j'aurais dû la mettre ici centrée. Ça aurait été plus beau, mais j'ai réussi à tordre les broches pour venir positionner la LED ici. Vous allez le voir sur la solution finale. J'ai mis des trous de montage au cas où je voudrais l'utiliser dans d'autres situations, mais vous allez constater que tout est maintenu par l'interrupteur lui-même. Donc voilà, ça c'est la plaquette. Ça c'est bien fait. Quelques heures de travail. J'ai envoyé les Gerber pour fabrication et voici le résultat. Ça donne une plaquette de bonne qualité, comme toujours. Les fabricants chinois sont capables de faire quelque chose de très bien. Moi, j'utilise JLC-PCB. Il y en a d'autres qui utilisent PCBWay. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres entreprises, Gold Phoenix, et ainsi de suite. Moi, je suis satisfait que JLC-PCB, j'ai reçu ça, une douzaine de jours plus tard. J'ai, cette fois-ci, utilisé l'expédition moins chère. Donc, la plaquette m'a coûté 13,50 $ plutôt que 21 ou 22 $. J'ai dit, je vais voir combien de temps ça va prendre, étant donné que je n'étais pas pressé. Et ça a pris quelques jours de plus, 2 ou 3 jours de plus. Donc, c'est quand même acceptable d'économiser un peu d'argent si on n'est pas trop pressé. Alors, voilà. Et la face opposée, la face inférieure, c'est tout aussi bien. Il n'y a rien à dire, vraiment. Alors maintenant, je vous montre l'ensemble, tout assemblé. Voici donc tout l'assemblage complété de la sonde, et incluant l'interrupteur. Et tous les composants, comme mentionné, c'est du 0805. Les transistors, c'est du SOT23. J'ai un tout petit potentiomètre ici, dont je fournis les informations, bien sûr, pour l'obtention de ce potentiomètre. Et la LED, c'est une LED de 3 mm que, comme j'ai mentionné, j'ai dû décaler. J'ai gardé les broches longues, j'ai mis du tube rétrécissant et j'ai décalé pour qu'elles viennent s'aligner avec l'interrupteur, c'est plus joli. Et ça, c'est un manque. J'aurais dû la mettre, bien sûr, ici, physiquement sur la plaquette. Elle aurait été bien droite, sortant par le trou du boîtier. Alors, au niveau du câble coaxial, c'est du câble coaxial à double tresse. C'est assez cher. Je ne vous conseille pas de vous acheter ce câble. Son gros avantage, c'est qu'en plus, il est en téflon. L'isolant, le diélectrique est en téflon, ce qui le rend très rigide. Et donc, ça fait vraiment une sonde qui est rigide. Alors, je vous conseille de prendre le câble coaxial le plus rigide possible, si vous en trouvez. Sinon, ça va être vraiment pendant. Ça ne sera pas très commode d'aller sonder, aller renifler dans les circuits. Alors, moi, j'ai utilisé ce câble, un bout de câble que j'avais déjà. Et je l'ai soudé à l'extrémité, bien sûr, le conducteur central sur la face supérieure et les tresses, ou la tresse, là, sur le point de masse de la partie inférieure. Et l'extrémité libre du câble coaxial, le bout de la sonde, on enlève la tresse tout simplement. Sur quoi? 5, 6, 7 mm, pas plus. C'est pas nécessaire de détresser plus, sinon on va capter trop de bruit, trop d'interférences. Donc, juste enlever la tresse et l'ensemble, on peut le couvrir pour être certain qu'on ne cause pas de court-circuit. Moi, j'ai un petit capuchon ici en vinyle là, que j'ai trouvé. Là. Sinon, on peut prendre du tube rétrécissant. Là. Ça va faire un bon boulot. Il s'agit juste de protéger l'extrémité comme cela. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est ceci. Ça vient se frotter sur le boîtier du tuyau. Vous allez voir sur la partie interne du tuyau pour venir mettre le tuyau au même potentiel, donc à la masse du circuit. Alors, c'est une façon simple plutôt que de mettre un bout de fil. C'est un morceau je crois que c'est du laiton, mais c'est un alliage qui est, comme vous voyez, plutôt ressort qu'autre chose. Alors, ça vient se frotter et maintenir un bon contact. Soit dit en passant, et avant que je ne l'oublie, voici le tuyau. J'y reviens, mais je veux vous dire que c'est du tuyau que vous achetez dans des quincailleries, les centres de rénovation. Ils ont un vernis à la surface. La surface est super belle. Mais si vous prenez l'ohmmètre, vous allez voir que ça ne conduit pas. C'est la même chose en dedans. Ils sont carrément plongés dans un bain de vernis. Il faut donc, pour que la sonde vienne faire un contact à l'intérieur, que vous grattiez avec une lime
Et vous grattiez la surface interne partout aux endroits où vous voulez faire un contact même. Ici pour la pince là, de mise à la masse. Bien important aussi de gratter la surface intérieure avec une lime pour enlever le vernis et garantir un bon contact. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à mentionner sur la sonde? Ben, j'ai utilisé un câble à 2 conducteurs internes plus la tresse, donc. Et la tresse, bien sûr, protège l'ensemble, l'alimentation et le signal audio qui s'en va vers l'amplificateur. L'interrupteur, écoutez, c'est un modèle très précis que j'ai commandé parce qu'il faut connaître les dimensions exactes pour que tout ça puisse loger dans ce boîtier. Et donc, je vous conseille, si vous voulez reproduire exactement ce circuit, que vous commandiez ben, le bon interrupteur de la même marque, du même modèle. Comme ça, ben, vous aurez une garantie de succès. Alors, pour ce qui est du boîtier lui-même, j'ai bien sûr percé des trous. Ici, ben, ça prenait un trou plutôt carré. Alors, ça a été 2 trous, bien sûr, avec une perceuse. Ensuite, ben, j'ai fait aller une lime, un ensemble de petites limes pour arriver avec quelque chose qui est plus carré. Et bon, j'ai utilisé bien sûr comme référence pour les trous de montage de l'interrupteur, ben, j'ai utilisé les dimensions physiques, les dessins fournis par le fabricant. Et puis j'ai reproduit cela ici sur le boîtier. Et à part cela, ces trous-ci, bien sûr une pince de montage ici. Donc un bout de fil avec la pince qui est relié à la masse. J'ai 2 petits trous. Vous allez le voir dans le résultat final, qui viennent chercher les embouts que j'ai imprimés. C'est de l'impression 3D. Alors, j'ai fabriqué ces petites pyramides. Ici, c'est un modèle manqué. Le trou était trop petit. J'ai donc refait un deuxième essai avec un trou plus gros. Mais bon, ceci, c'est simplement un support puisque ça a été imprimé à plat comme ceci. Et je voulais que ce qui est en porte-à-faux ici soit soutenu comme il faut. Et ça a très bien fonctionné. Le support s'est enlevé très facilement et le résultat est très lisse. Et ça s'insère très bien. Je vous montre le résultat. Ça s'insère très bien au bout du tuyau carré ici. Attention, les tuyaux carrés ne sont pas tous nés avec les mêmes dimensions, particulièrement les dimensions internes. L'épaisseur de la paroi interne peut varier d'un fabricant à l'autre. Donc, l'impression 3D, je l'ai fabriquée pour exactement le tuyau que j'avais. Il est possible, bien sûr, de changer les dimensions. J'ai fait tout cela dans OpenSCAD. Je vais vous fournir le fichier. Vous pourriez, si vous voulez, partir avec mes fichiers, mais ça sera correct. J'ai percé un trou par la suite pour maintenir l'embout en place. Et il n'y a pas besoin de relaxation de la tension du câble avec quoi que ce soit, un passe-fil. C'est soudé tellement solide ici. Et ici, le câble coaxial, c'est tellement rigide qu'il n'y a pas besoin d'ajouter une relaxation de tension additionnelle pour les embouts. Alors voilà, ça c'est la sonde telle que je l'ai montée. Ne reste qu'à ajuster le potentiomètre. Écoutez, il le fait dans sa vidéo, Paul. Essentiellement, on peut ajuster à l'oreille le potentiomètre pour que lorsqu'on est en mode de bruit, c'est le mode à l'arrière ici, lorsque l'interrupteur est à gauche près de la LED, on ajuste ici ce point. C'est le point de détection des impulsions. Donc, on est capable d'augmenter le bruit, donc le rendre en une réponse linéaire en ajustant le potentiomètre ici. Et on peut reculer un peu pour faire éliminer le bruit et dire, bon, ben ça va comme cela. C'est au goût, vraiment. C'est ajusté à votre goût. Et à l'intérieur de la boîte, ben c'est ça. On ne trouve pas grand-chose. La pile 9 volts, le potentiomètre, le connecteur BNC que j'ai choisi pour l'audio. On pourrait mettre un connecteur RCA, même une prise de 3,5 mm, là, ça aurait été bien correct. Donc, le petit circuit que vous avez vu sur le schéma, hein, la diode de Zener qui est juste ici, et la LED qui est sur la face opposée, petite plaquette universelle que j'ai découpée et montée avec des vis. Le condensateur de couplage audio aussi qui est ici. Voici donc le résultat de l'ensemble tout assemblé, mis ensemble. Et je suis bien heureux de comment ça a sorti. J'ai mis quand même beaucoup d'heures pour la fabrication de l'ensemble.
Même la partie mécanique là, a nécessité quand même pas mal de travail. Tuyau carré, bon, ça me va, ça se tient très bien aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a juste un tuyau circulaire là, qui va faire un travail acceptable. Alors ça, c'est la sonde qu'on tient dans nos mains. L'autre extrémité, c'est la petite boîte, résultat final. Alors j'y ai mis une LED pour indiquer lorsque l'appareil est sous tension. Donc ça fonctionne très bien de la sorte. Ajustement de la tension, ce qui correspond au gain finalement de la sonde, là. Donc, ajustement de la tension avec le fameux potentiomètre d'1 kΩ, connecteur BNC et la sonde elle-même. Donc, c'est tout. Petite boîte de plastique. Peut-être j'aurais pu mettre l'ensemble dans une boîte en métal. Il n'y a pas nécessité de faire cela. Je n'ai pas senti qu'il y avait du couplage avec la boîte ou quoi que ce soit. Alors, même ça nous permet d'être totalement flottant. Si on envoie la sortie audio vers un ampli qui lui aussi est flottant, bien, on sera totalement flottant puisque le boîtier est en plastique aussi. Maintenant, place aux démonstrations. Alors, j'ai branché ma sonde, la sortie audio, sur mon ampli utilitaire que j'ai ici. Je l'ai construit, cet ampli, dans la vidéo numéro 139. C'est rien de bien, bien merveilleux, là. C'est un simple petit ampli. Je crois que c'est un LM386. Je ne suis pas certain, là. Mais bon, il fonctionne très bien. Il y a en masse de gain. Et donc, j'ai branché la sortie de la sonde directement sur l'ampli audio. Et bon, elle fonctionne à pile, comme vous le savez, donc je peux allumer la sonde ici et vous allez entendre graduellement le niveau de bruit augmenter puisque je suis en mode audio. Alors j'allume, voilà, sous tension, et je monte, et là on entend le niveau de bruit qu'on peut monter au maximum. Si on monte le gain au max, c'est possible de causer de la rétroaction. Donc, il est possible de faire une boucle. Donc, il faut faire attention de ce côté. Maintenant, si on se promène tel quel, on se bat avec le bruit de secteur. Il y en a du bruit de secteur partout, hein? On doit vivre avec. Ici, c'est une lampe de secteur. Alors, ça, c'est toujours le petit problème. Pour diminuer le couplage du secteur, on peut brancher la pince crocodile sur une mise à la masse du circuit qu'on veut sonder. Alors, ça tend à diminuer le bruit. Bon, alors on peut se promener. Vous allez constater qu'une des choses qui est le plus brillante, ce sont les affichages à LED, à cristal liquide. On détecte les bruits du circuit. Alors, regardez, je m'approche ici. Et j'entends le bruit. Mais vous allez voir, on va aller en mode pulsatif pour entendre ces bruits. Auparavant, je peux vous montrer qu'ici, si je monte le gain un peu, voilà. Regardez, la LED s'allume. On entend un petit peu la radio. Il y a comme un mélange qui se fait entre la porteuse qui est ici, car clairement, il y a l'oscillateur local à l'intérieur de ce récepteur radio qui est accessible. En tout cas, le signal est accessible vu du devant comme cela. On le détecte clairement. OK? Alors, je vais me mettre en mode bruit. Et là, vous allez voir qu'on va bien entendre. Regardez la porteuse. Et ça étouffe lorsqu'il n'y a rien. Si je m'approche de l'affichage, je vais aller sur l'autre affichage, un bruit complètement différent. Et regardez la résolution. On se met derrière le panneau et on ne capte plus rien. Alors là, la sensibilité est assez élevée. Si on voulait diminuer, on pourrait diminuer la sensibilité. Et là, ben, il faut se rapprocher de plus en plus pour trouver la source du bruit qu'on cherche. Okay? Alors, c'est vraiment l'ajustement du gain, là. C'est quelque chose qui est vraiment utile et on passe souvent notre main sur l'ajustement de gain à l'avant. Bon, alors, je vais vous faire entendre quelque chose d'autre. On a ici mon analyseur de réseau vectoriel. Alors, on va renifler la sortie radiofréquence ici, qui balaie entre 300 kHz et 3 GHz. Regardez bien. Alors, lorsqu'on s'approche du connecteur, je monte le gain un peu. Et voilà.
Oui, ça correspond au balayage. Et si je me retire le moindrement, c'est parti. Même si j'augmente le gain. Clairement, ici, ça ne génère pas beaucoup de radiofréquences. Tout est bien blindé. Il y a juste l'extrémité du connecteur N qui génère un peu de radiofréquence. Mais on est capable de le détecter. Bon, alors, je vous ai montré différentes choses ici. Regardez à gauche, le bruit de secteur. On peut trouver souvent la source de bruit. Je vais déplacer la sonde ici. Ah, je vais enlever un peu de gain. Je suis toujours en mode de bruit. Et regardez bien, dès que je vais arriver sur le voyant lumineux au centre, je vais baisser encore plus le gain. Voilà. Alors, on peut facilement détecter des sources de bruit avec la sonde. Et ça, c'est le secteur. Ai-je besoin de vous le dire? C'est un voyant qui fonctionne sur le secteur, sur ce bouton ici. Donc, excellente résolution de positionnement, ce qui nous permet de trouver des sources de bruit assez facilement avec cette sonde. Même mieux que les petites sondes passives qu'on peut utiliser pour se brancher sur un analyseur de spectre ou autre. Le mode de détection de bruit, là, c'est vraiment merveilleux. Les affichages ne sont vraiment pas tous nés égaux. Un des gros avantages de cette sonde, c'est qu'elle permet de détecter un arc électrique. Elle permet de détecter des contacts qui rebondissent. Donc, ce genre d'événement, ou un condensateur, par exemple, qui fuit et qui a des petits arcs, des petites conductions qui se fait, qui passe et qui lâche et qui repasse et qui lâche. Ça, M. Carlson l'avait bien expliqué dans sa vidéo, il l'avait bien démontré aussi, mais je vais quand même vous montrer. J'ai un interrupteur ici. J'applique une dizaine de volts sur une résistance de 1 kΩ, juste ici, avec un interrupteur qui interrompt le courant tout simplement. Et je vais pouvoir détecter avec la sonde. Regardez. Voyez-vous, on entend bien quand j'appuie. C'est peut-être pas très évident, mais la lumière aussi clignote ici. Bon, alors ça, c'est 10 volts. Et si on s'approche, vous voyez, on dirait que c'est quand c'est l'attaque. Quand on relâche, il n'y a rien. On n'entend pas le bruit, mais si je m'approche beaucoup, on entend les deux, l'attaque et le relâchement. Donc, la mise sous contact, donc le courant qui passe, et le relâchement. Donc, si je m'éloigne un peu, j'entends uniquement l'attaque. Ce qui me fait dire que l'attaque génère des impulsions beaucoup plus fortes que le relâchement. Il faut donc s'approcher beaucoup pour saisir le relâchement. Regardez la résolution de la sonde. On ne l'entend plus ici. Je m'approche d'un interrupteur. Les deux côtés. C'est terminé ici. Là, je suis à 10 volts. Regardez bien, je vais abaisser à 1 volt. Me voici à 1 volt. Est-ce que je vais encore détecter? Eh oui. Mais il faut être beaucoup plus près. Oui, à 1 volt, ça fonctionne aussi. Donc, c'est pas beaucoup de courant. 1 mA. Le rebond de 1 mA avec l'interrupteur, on est capable de le saisir avec la sonde. Et elle a une résolution de détection en termes d'espace qui est vraiment impressionnante. On peut rapidement pointer sur un composant défectueux, trouver la source d'un bruit par exemple, grâce à cette sonde. Très intéressant. Alors voici ce lecteur de disque compact. Alors j'ai voulu renifler pour voir quel genre de bruit on trouvait. Il est éteint, il n'est même pas sous tension. Il est alimenté cependant. Est-ce qu'il y a une alimentation de veille qui fonctionne? Oh oui! Définitivement, car si je débranche,
c'est parti. Alors, je rebranche. Il y a une alimentation à découpage, définitivement, ou en tout cas, le microprocesseur roule. Possiblement un bruit d'alimentation à découpage, mais c'est probablement le microprocesseur qu'on entend. Alors, si je pèse sur Play, il n'y a pas de disque dedans, mais ça va le réveiller. Ouf! Regardez! Je suis beaucoup plus loin, je le capte déjà. Là, l'affichage me montre quelque chose. Un peu spécial. Je le remets à off. Voilà, il faut se rapprocher beaucoup plus. Alors, je recommence. Et là, ça... L'ensemble de l'appareil vis-à-vis les boutons, là, ça passe, définitivement. Alors, je vais éteindre, je vais ouvrir. On va essayer de trouver d'où vient la source de bruit. Ça vient de l'arrière ici, avant tout. Ah ah! Cherchez pas, il y a un connecteur ruban ici. Une nappe qui passe et qui va jusqu'au bouton et à l'affichage. C'est exactement ça qu'on entend. C'est ça. La source de bruit est ici. Et c'est tellement puissant que même si le boîtier, parce que oui, c'est un boîtier en métal, en aluminium, en entier, mais ça passe quand même à travers. Ça passe quand même à travers l'aluminium. Wow, très bruyant quand même. Est-ce que c'est possible de détecter l'oscillateur local de cette petite radio Sony Walkman? On repassera pour le Walkman, là, mais en tout cas. Est-ce que l'oscillateur local peut être détecté? Ben, c'est un défi quand même parce que cette radio-là fonctionne à une seule pile AA. C'est tout ce qu'il y a. Donc, les niveaux sont très faibles. On va voir si on peut retrouver l'oscillateur local. Alors, je promène ma sonde. Alors, la radio est allumée. Et je vais voir si je peux retrouver un endroit où il y aura une porteuse. On va voir. Ah ben oui. Justement ici. Regardez comment c'est sensible la position. Ouais, les niveaux sont très, très faibles et c'est tout près du condensateur. Sans surprise, c'est un condensateur à multi-étages et un des étages contrôle bien sûr la fréquence de l'oscillateur local. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on détecte quelque chose. Je sonde sous la pièce puisque le condensateur sur le dessus, ah oui, on peut retrouver aussi. Mais c'est faible, hein? C'est très faible quand même. Ceci dit, si vous travaillez dans des radios à tube à vide, là, de l'amplitude, il n'en manque pas. Vous n'aurez pas de difficulté à détecter quoi que ce soit. L'autre démonstration de la sensibilité de la sonde que Paul a faite, c'est de garder la sonde à distance d'une surface métallique et d'y passer un tournevis qu'on tient dans notre main, bien sûr. Et normalement, la sonde devrait détecter des impulsions, là, juste présumément de la décharge électrostatique là, de la main. Ça fonctionne. Il n'y a pas de doute. Alors, la sonde détecte des très légères productions de différences de potentiel entre mon corps, le tournevis et la plaque. Bon, s'il y avait un peu de peinture sur la plaque, ça aiderait à créer ce bruit. Bien sûr, la conductivité est très bonne sur l'aluminium. Alors, je ne pèse pas fort, sinon, ben, il y a des charges complètes. Et si, bien sûr, si je tiens avec ma main la plaque, ben, c'est foutu, là. La décharge ne se fait plus par le tournevis, là. On est au même potentiel, là. J'aurais vraiment voulu vous montrer le résultat d'un condensateur qui fuit. J'ai longtemps cherché dans mes vieux stocks, mais en vain. Si j'en trouve un à un moment donné, je vous promets que je vais en faire une vidéo. Paul, lui, avait un condensateur fuyant, vous pouvez l'entendre très clairement pétiller dans la vidéo. Bon, cette sonde, c'est le genre d'outil qui entre dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire pas absolument essentiel si on la compare à un multimètre ou un oscilloscope, là, mais qui peut quand même faciliter la vie dans beaucoup de cas, particulièrement si vous jouez dans les postes radio vintage. L'auteur mentionne que la sonde peut aussi détecter les étages audio. C'est vrai, mais
plus dans le contexte de tube à vide où les champs électriques sont plus intenses du fait des hautes tensions utilisées. Je ne suis pas le seul à avoir repris la construction de cette sonde. Si vous faites des recherches sur Carlson Super Probe, vous trouverez plusieurs autres références intéressantes. Allez y jeter un coup d'œil. Comme toujours, je partage tous mes fichiers de conception sur le site web bidouilleur.ca. Il y a d'ailleurs un lien ci-dessous à cet effet. Je désire en terminant souligner la contribution des mécènes qui soutiennent la chaîne Électro-Bidouilleur. Leur nom apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Merci et à la prochaine!